À l'occasion du confinement engendré par le Covid-19, le site Darwin Nutrition, un média digital native indépendant, a commandé une étude à l'Institut de sondage IFOP afin de savoir quel est l'impact du confinement sur le poids et les habitudes alimentaires des Français. L'IFOP a donc interrogé par internet 3045 personnes âgées de 18 ans et plus et qui sont représentatives de la population française. Cette représentativité a été assurée par la méthode des quotas avec des critères sociodémographiques, socioprofessionnels et géographiques. Pour faire simple, le but est de questionner des individus de sexes différents dans différentes régions de France et qui ont des professions, des ressources et des âges différents afin qu'il y ait beaucoup de diversité et qu'on puisse affirmer que cet échantillon est bien représentatif de la France dans son ensemble. Cette étude est consultable gratuitement en ligne et le lien est en description. Elle se lit très facilement car il y a beaucoup de schémas, de graphiques et d'illustrations. Les résultats de cette étude ont bien évidemment été repris sur le site de Darwin Nutrition, mais également par Le Parisien, Le Figaro et 20 minutes, sous le titre Les Français ont pris 2,5 kg pendant le confinement, car c'est l'un des principaux résultats de l'étude. Ce qui va nous intéresser ici n'est pas tellement ce résultat, mais un résultat bien particulier de la partie B de l'étude, qui traite des tensions et des inégalités conjugales autour de la préparation et du contenu des repas. Cette partie commence par la question suivante. Depuis la mise en place du confinement, vous est-il arrivé d'avoir des tensions ou de vives discussions avec votre conjoint à propos de, et les réponses sont détaillées par âge. Vient ensuite un zoom sur le profil des Français qui se sont disputés au sujet du caractère équilibré de la nourriture à acheter, puis une page consacrée à la personne du couple en charge de la préparation des repas. Pour traiter ce sujet, l'IFOP a posé la question suivante. Dans le logement où vous êtes confiné, qui est en charge de l'élaboration des repas? 15% des personnes interrogées ont répondu que c'était l'homme, 60% que c'était la femme, et 25% que c'était autant l'un que l'autre. L'IFOP fait alors une comparaison entre ces résultats et ceux obtenus par l'Institut BVA dans un sondage de septembre 2017 réalisé auprès de 1045 personnes. L'IFOP ne le dit pas explicitement, mais montre à travers ce graphique comparé qu'il y a une augmentation de 2 points de pourcentage entre la part des femmes préparant les repas en 2017 et celles préparant les repas en 2020. Cette information va être ensuite reprise dans les articles de Darwin Nutrition et de 20 minutes. Darwin Nutrition explique que 60% des femmes prennent en charge les repas au sein du couple, contre 58% avant le confinement selon BVA, et que les inégalités ont donc augmenté. De la même manière, l'article de 20 minutes précise que les inégalités dans les couples hétérosexuels se sont accentuées pendant le confinement, puisque 60% des femmes font la cuisine dans leur couple contre 58% auparavant, sans d'ailleurs préciser l'origine de ce chiffre. Le gros problème ici est que personne ne se pose la question de savoir si cette différence est statistiquement significative. Pour faire simple, quand vous souhaitez savoir quelle est la valeur d'un paramètre dans une population trop grande pour être entièrement interrogée, vous vous intéressez seulement à une part de cette population qu'on appelle l'échantillon. Pour que vos résultats soient valides, il faut que l'échantillon soit représentatif de la population dans son ensemble, c'est-à-dire que l'échantillon doit reproduire le plus fidèlement possible les caractéristiques de la population. Pour cela, on utilise entre autres la méthode des quotas comme c'est le cas ici, et enfin, et cette condition découle en partie de la condition précédente, il faut que l'échantillon soit suffisamment grand pour que la loi des grands nombres s'applique. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des sondages ont un échantillon supérieur à 1000 individus. Si vous voulez plus de détails sur ce point assez technique, je vous renvoie vers cette excellente vidéo du chat sceptique. Dans la plupart des sondages effectués par des instituts sérieux comme l'IFOP, Ipsos, Opinionway ou BVA, il n'y a pas de problème car l'échantillon est suffisamment grand et diversifié. En l'occurrence, l'échantillon est de 3045 personnes, ce qui est presque 3 fois plus important que la taille habituelle des échantillons des sondages. Non, le problème vient de la comparaison entre deux résultats issus de deux sondages différents. La comparaison qui nous intéresse montre une légère hausse entre le pourcentage issu de l'enquête de 2017 et celui de 2020. Vous pourriez vous dire que le problème vient de la différence entre la taille de l'échantillon de 2017 et celui de 2020. Mais non, le problème n'est pas là. Le problème est que lorsque vous interrogez deux échantillons différents à 2 ans et demi d'intervalle, la différence peut effectivement venir d'un changement de circonstances, comme le confinement, ou de mentalité avec une meilleure répartition des tâches. Mais elle peut aussi venir de la fluctuation d'échantillonnage. Ce terme un peu abrupt signifie simplement que lorsque vous effectuez des estimations sur des échantillons différents, c'est normal qu'il y ait de légères fluctuations puisque vous n'interrogez pas les mêmes personnes. En revanche, si cette différence est suffisamment importante, on dit qu'elle est statistiquement significative. Et dans ce cas, on peut effectivement dire que cette différence est causée par un autre phénomène que le simple fait de changer d'échantillon. Alors maintenant, vous vous demandez sans doute comment est-ce que l'on détermine qu'une différence est statistiquement significative. Car certains diront qu'une différence de 2 points de pourcentage, comme c'est le cas ici, est très importante, et donc significative, et d'autres que c'est peu et donc non significatif. Eh bien, pour savoir si une différence est significative, il faut procéder à un test d'hypothèse. Je vous préviens que la partie qui va suivre comporte des équations statistiques qui sont très simplifiées et qui font droit à l'essentiel, mais que vous pouvez tout de même passer si vous le souhaitez, en vous rendant au timecode indiqué afin d'arriver directement à la conclusion.
Notre hypothèse de départ, appelée hypothèse nulle, est que nos deux proportions dans la population, que l'on note π1 et π2, sont égales. L'hypothèse alternative est que π1 est supérieur à π2. Nous pouvons réécrire simplement ces deux hypothèses en faisant passer π2 à droite de l'égalité pour voir que le test consiste en fait à voir si la différence entre les deux est égale à 0 dans le cas de l'hypothèse nulle, ou bien supérieure à 0 avec l'hypothèse alternative. Bien évidemment, comme on ne connaît pas les proportions dans la population dans son ensemble, on utilise les proportions dans l'échantillon, que nous noterons P1 et P2. Le résultat du test consiste soit à rejeter la première hypothèse, et donc considérer que la différence est significative, ou bien ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Pour réaliser le test, il nous faut dans un premier temps calculer une statistique de test. Pour cela, on utilise la formule suivante qui consiste simplement à diviser la différence entre deux proportions, qui est de 0,02, par l'écart-type estimé de la différence des deux pourcentages. Alors, un écart-type, ça permet de mesurer la dispersion du paramètre. Un faible écart-type, ça veut dire que les réponses sont assez resserrées autour de 60%, et un fort écart-type, ça veut dire que certains ont répondu 10% et d'autres 90% par exemple. En l'occurrence, puisqu'on ne connaît pas l'écart-type de l'ensemble de la population, on doit l'estimer à partir de notre échantillon, c'est pour cela que c'est un écart-type estimé. Pour le calculer, il suffit d'utiliser la formule suivante. Alors, pas de panique, les deux seules choses dont on a besoin ici sont P1 et P2, les pourcentages issus des sondages, c'est-à-dire 60 et 58%, et N1 et N2, qui correspondent à la taille des deux échantillons, c'est-à-dire 3045 et 1045. Maintenant, on utilise la formule de l'écart-type estimé pour trouver que l'écart-type est égal à 0,017. Et on utilise ce résultat dans la formule de la statistique de test pour voir que celle-ci est égale à 1,13. Mais maintenant que l'on a ce résultat, il faut savoir ce que l'on en fait. La dernière étape consiste donc à déterminer une région de contrôle. Pour faire simple, si notre statistique de test est trop élevée et sort de cette région, on doit rejeter l'hypothèse nulle et donc considérer que la différence est statistiquement significative. En revanche, si la statistique demeure dans cette région, on ne rejette pas l'hypothèse nulle et on ne pourra donc pas considérer que la différence entre 60% et 58% est significative. Mais comment faire pour déterminer cette région, me direz-vous? Eh bien, c'est la partie la plus simple du test car il n'y a rien à calculer. Simplement, il suffit de fixer un seuil de significativité pour réaliser notre test. Ce seuil correspond à la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle, c'est-à-dire de considérer que la différence est significative alors qu'elle ne l'est pas. Dans le cas des tests effectués dans des domaines comme la chimie ou la physique, on utilise souvent un seuil de 1%, mais avec des sondages, on peut se contenter de 5%. Puisque la taille des deux échantillons est suffisamment grande, les deux paramètres vont suivre une loi normale, et il faut maintenant aller regarder dans une table statistique de la loi normale, avec un niveau alpha égale 5%, pour voir que la statistique correspondante est de 1,64. Cela veut donc dire que si notre statistique de test dépasse 1,64, la différence est significative au seuil de 5%, autrement elle ne l'est pas. Et comme nous pouvons le voir, puisqu'elle est de 1,13, elle est plus faible que 1,64, et elle est donc dans notre région de contrôle. Le résultat du test statistique que nous venons d'effectuer est que l'on ne peut pas considérer que la différence de 2 points de pourcentage entre les 60% du sondage de 2020 et les 58% de celui de 2017 est statistiquement différente de 0. En d'autres termes, si l'on reprend l'article d'origine de Darwin Nutrition, qui conclut que les inégalités ont augmenté car la part des femmes préparant le repas est passée de 58 à 60%, eh bien malheureusement, non, on ne peut pas tirer cette conclusion. On peut simplement dire que les inégalités ont stagné, mais pas augmenté. De la même manière, dans l'article de 20 minutes, la conclusion presque identique qui affirme que les inégalités dans les couples hétérosexuels se sont accentuées car 60% des femmes font la cuisine de leur couple contre 58% auparavant, est également erronée. Bien entendu, le but de cette vidéo n'était pas d'accabler les deux journalistes qui ont écrit ces articles, ni de dire que les instituts de sondage font de la désinformation. Le but était de présenter rapidement ce que signifie le terme statistiquement significatif, et d'utiliser cet exemple très parlant pour montrer que malheureusement, il ne suffit pas de comparer deux proportions issues de deux sondages différents pour conclure qu'il y a une hausse ou une baisse. De ce point de vue d'ailleurs, un autre article de 20 minutes ne rencontre pas ce problème, car il ne fait que reprendre les résultats de l'étude de 2020 sans jamais citer ceux de 2017, ce qui évite de tirer des conclusions erronées. Naturellement, les deux journalistes de Darwin Nutrition et de 20 minutes étaient certainement de bonne foi lorsqu'ils affirmaient qu'il y a eu une augmentation. Et c'est justement le rôle du lecteur attentif et à l'affût de faire remonter ce genre d'informations, comme le permet d'ailleurs le bouton « Une faute » en bas des articles de 20 minutes. J'ai donc signalé cette erreur à 20 minutes et envoyé un mail à l'auteur de l'article de Darwin Nutrition en lui signalant le problème comme je l'ai fait dans cette vidéo. L'article n'a pas encore été modifié au moment où j'enregistre cette vidéo, comme celui de 20 minutes d'ailleurs, mais je ne doute pas que cela sera fait.
En revanche, il faut également noter que ne pas modifier ses conclusions après avoir pris connaissance de l'erreur serait intellectuellement malhonnête et correspondrait pour le coup à de la désinformation. Ce n'est pas une critique mais un constat, et j'espère donc que les articles seront modifiés et que s'ils ne le sont pas, les justifications seront apportées. J'aimerais terminer cette vidéo en notant qu'il serait également judicieux pour les instituts de sondage comme Ipsos, Ifop, PVA, Opinionway, TNS Sofres ou Viviavoice Voice de préciser si les écarts qu'ils présentent dans leurs études sont statistiquement significatifs. Et s'ils ne le sont pas, comme c'est le cas dans l'étude de l'Ifop, de ne pas afficher ce genre de comparaison qui induit en erreur le lecteur et le journaliste. À ce titre, j'avais d'ailleurs envoyé également un mail à l'auteur de l'étude pour lui signaler ce point. Il ne m'a pas encore répondu, mais il va peut-être le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître cette petite subtilité statistique, et à laisser des commentaires si vous avez des choses à dire ou à redire. Je vous recommande par ailleurs d'aller consulter la chaîne du Chat Sceptique, qui est entièrement consacrée à des sujets comme celui-ci, et qui les traite très simplement avec en prime l'aide de chats tous plus mignons les uns que les autres. Je vous recommande également la chaîne Defecator qui vous apprendra énormément de techniques très utiles et toutes bêtes pour savoir comment chercher efficacement l'information et repérer les fausses informations. Cette dernière vidéo sur les gestes barrières contre la connerie virale est à ce titre très instructive. Et je tiens pour finir à remercier le professeur Alain Paraponaris de l'Université d'Aix-Marseille qui a enseigné le cours de statistique qui m'a permis de repérer l'erreur initiale et de faire cette vidéo.